Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va parler de Dragon Ball Daima épisode 2, un épisode que j'ai encore une fois kiffé, mais comme toujours, on va faire une review à la cool, façon posée, pas de overhype, pas de surréaction, une review, j'appelle ça modeste, modérée, à ma façon, donc on va exposer les points qui étaient bons, les points qui étaient un peu moins bons dans cet épisode, mais pour moi, voilà, il n'y a pas de red flag, il n'y a pas de carton rouge, clairement, dans cet épisode-là, il est dans la continuité du premier épisode, il est un peu plus centré sur la Z-Team, certes, mais écoutez, certes, on va dire c'est un côté un peu enfantin cet épisode, mais j'ai kiffé parce que pour moi, c'est vraiment l'esprit Dragon Ball. Et vraiment, cet épisode revient aux sources, sur plein de choses, on revient un peu aux fondamentaux, et c'est un épisode qui fait du bien. T'es pas frustré en regardant l'épisode pour l'instant, bon, c'est que le deuxième, donc on va mettre des réserves quand même, mais après 2 épisodes, quand même, tu continues à passer un bon moment, y a pas de choses qui te frustrent en tant que fan de Dragon Ball, donc écoutez, pour moi, c'est vraiment toujours un très très bon point de Dragon Ball Daima. Alors, je suis toujours sur mes gardes, vous le voyez, mais on va en parler un peu plus en détail dans cette vidéo, donc installez-vous confortablement, servez-vous un thé ou un café. Moi je bois pas de café parce que pour parler c'est pas pratique, mais bon, vous avez compris, donc faites ça et on est parti. Donc première chose à dire déjà, c'est que, alors le format de l'épisode, finalement je pensais qu'on partirait sur un format de 30 minutes, voire un peu plus par épisode, mais non, finalement c'est le premier épisode qui était rallongé, donc étendu de 10 minutes, donc c'est pour ça qu'on avait un épisode de 30 minutes, et heureusement d'ailleurs parce que bon, comme c'était une grosse partie récapitulative, enfin c'est un gros récap si vous voulez, le premier épisode, par rapport à Dragon Ball, tout ça, et l'arc Majin Buu, et bah c'est bien qu'en fait on ait eu un gros épisode pour introduire l'univers de Daima et poser les fondations de cette nouvelle série. Donc nouvel épisode qui répond un peu plus aux standards et à la norme du format des épisodes de l'animation japonaise, donc à savoir 24 minutes. Mais écoutez, j'ai pas vu le temps passer, j'ai trouvé ça intéressant à suivre. Mise en place, ça prend son temps, encore une fois, comme le premier épisode, ça prend son temps. Pour moi, c'est une bonne chose de prendre son temps, on rush pas directement dans l'action, tout ça, mais tout ce qui se passe est logique. Alors il y a des éléments certes qu'on a déjà vus, on va y revenir, mais ouais, pour moi j'ai passé un très très bon moment, et de ce que j'ai vu sur Twitter, vite fait passer 2-3 réactions, et les gens sont assez unanimes pour dire qu'on passe un bon moment. Alors est-ce que c'est l'effet psychologique de dire que Toriyama a disparu, c'est sa dernière œuvre, donc on l'aperçoit différemment que Dragon Ball Super? Je sais pas, mais pour l'instant, Dragon Ball Super, le début, ouais, c'était la boîte de conserve que tu réchauffais clairement, avec des épisodes de Goku sur un tracteur, des machins hyper, enfin pas intéressants du tout. Après tu te retapais une réadaptation de mauvaise qualité de Battle of God, ensuite on enchaînait avec Fukatsu no E, enfin bref. Là, écoutez, c'est inédit. Bon, il y a des choses, des éléments encore une fois qu'on a déjà vus, mais on passe un bon moment, 24 épisodes, voilà, format standard, donc c'est cool. L'apparition, cet épisode marque l'apparition du premier opening, enfin l'opening tout court de Dragon Ball Daima. Opening que j'ai trouvé sympa, calme, mais dans l'ambiance en fait ça monte un peu crescendo. Plus ça avance, tu dis ok, c'est un peu surprenant parce que c'est super calme. D'habitude en fait avec les génériques des séries estampillées Dragon Ball, ça bouge un peu plus, ça envoie directement. Et en fait non, t'as un côté un peu calme, nostalgie, tout ça, et ça monte crescendo jusqu'à la seconde moitié de l'opening, où ça part un peu plus, les visuels sont magnifiques, c'est doux, c'est calme, c'est apaisant à regarder. J'ai bien aimé, ça change de ce qu'on voit habituellement avec les openings de Dragon Ball. Pour moi, ça détrônera jamais un opening comme par exemple Dragon Ball GT. Dragon Ball GT, il y avait du bon, du moins bon, mais l'opening, c'était du caviar, quoi. Donc écoutez, j'ai bien aimé. La musique est bien, c'est entraînant. Je pense qu'on va s'y habituer au fur et à mesure et au fil du temps. Mais ouais, j'ai bien aimé l'opening. Je pense que, voilà, pour ceux qui attendaient mon avis là-dessus, je vous le donne. Alors, il y a quand même 2-3 trucs qui m'ont gêné. Des petites incohérences, entre guillemets, dans cet épisode-là. Je vais déjà en parler au fur et à mesure que je relis mes notes. C'est déjà qu'on nous sort un nouveau truc du Japon par rapport à Shenron. C'est qu'apparemment maintenant les vœux de Shenron, c'est tout simplement c'est un truc fidélisation du client, quoi. C'est ah bah non, c'est que pour les clients fidèles les 3 vœux. Ça c'est nouveau parce que habituellement Shenron tu l'invoques, peu importe si t'es un ennemi ou pas, que tu sois Pilaf, que tu sois Freezer ou peu importe. Jamais jusqu'à maintenant on a vu des trucs comme ça bizarres, quoi. Souvent, en fait, tu fais apparaître Shenron, t'as le droit à 3 vœux. Voilà, ni plus ni moins, c'est la règle pour tout le monde. Que tu sois gentil ou méchant, entre guillemets, avec des bonnes intentions ou des mauvaises intentions, tu peux faire plusieurs vœux. Mais là, non, Shenron, il te dit, ouais, vas-y, non, je peux pas vous accorder 3 vœux parce que c'est pour les clients fidèles. Maintenant, je sais pas, ça m'a paru bizarre cette phrase. Alors, ça m'a fait rire parce que cette vanne a un côté très Toriyama. Mais par contre, du coup, c'est pas très cohérent avec ce qu'on avait déjà vu. Après, il faut le prendre comme une vanne, je pense. Ni plus ni moins. Mais ça m'a surpris, je me suis dit ouais, ok, c'est nouveau ça. Maintenant il fait du business, Shenron, il fait de la gestion de la relation client. C'est un épisode aussi qui sous-entend beaucoup de choses par rapport à Shin, et ça c'est une très bonne chose parce que c'est vrai que Shin c'est un personnage qui a popé sur le tard, hein, Dragon Ball, dans les derniers volumes avec l'arc Majin Buu, tout ça, puis une fois que l'arc Majin Buu a véritablement commencé, il est un petit peu plus en retrait, mais finalement, pour l'instant on est aux prémices de quelque chose qui nous annonce en fait le développement du passé de Shin,
que ce soit du point de vue du personnage ou de sa famille et tout ce qui l'entoure. Et ça a l'air vraiment d'être d'ailleurs une des motivations du personnage pour partir à l'aventure, monter dans ce fameux vaisseau qu'on voit dans l'épisode, et puis aller de l'avant. Et j'ai trouvé ça vraiment cool, parce que Shin, c'est un personnage que j'ai toujours adoré, qui dégage vraiment un certain flow, que ce soit au niveau de son développement, donc du personnage en lui-même, au niveau de l'écriture, ou au niveau physiquement parlant, quoi, au niveau de son car design. Donc je suis très curieux, ça me fait plaisir d'en savoir plus sur ce personnage-là, et puis ce sera les dernières fois où on pourra avoir des informations officielles de la part du maître Toriyama sur le personnage, donc c'est plutôt bien. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre dessus? En plus, ça sous-entend clairement que, en fait, Shin vient du monde des démons. Parce qu'en fait, c'est dit clairement avec l'épisode, et puis en plus, ça nous le reconfirme plus tard, parce qu'on nous répète plusieurs fois qu'il y avait un truc par rapport aux oreilles pointues, comme dans le premier épisode, en fait, le truc qui semble être un running gag, mais qu'en est pas un, finalement, c'est une information. En fait, tous les êtres qu'on voit dans l'univers de Dragon Ball sous nos yeux, depuis le début, depuis le premier tome du manga jusqu'au dernier, et puis même dans le reste de l'univers Dragon Ball, finalement, personnage avec des oreilles pointues égale quelqu'un qui vient du monde des démons. Et ça, c'est assez fou, parce que Kaioshin est une divinité. Non, c'est un dieu, quoi, c'est un dieu Kaio. C'est une divinité, mais c'est une divinité en fait qui est d'origine maléfique. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant, donc je pense que ça va être creusé, parce que on nous montre le vaisseau de Shin, on nous montre, voilà, il y a 2-3 petites informations assez intéressantes et intrigantes par rapport à tout ça, par rapport au passé de Shin, par rapport à sa famille, son frère, tout ça, donc j'ai dit ouais, écoutez, pourquoi pas. En vrai, c'est une très très bonne chose, et ça m'a intrigué. Et en fait, quand on vous le dit comme ça, c'est logique, parce que t'as pas l'impression que ça sort nulle part, comme c'est pas une balle perdue, mais comme le Super Saiyan God, tu dis ouais, ok, ça pop un peu n'importe où, enfin ça sort un peu de nulle part. Là, t'as l'impression que c'est logique. Tu dis ok, ouais, en fait ça tient la route comme explication. Et en fait ça te paraît tellement évident une fois qu'on te le dit que ça te sort pas de l'épisode à te dire waouh, c'est bizarre, ça sort de n'importe où ça. Écoutez, c'est intriguant. Et je trouve encore une fois que tout ce qui nous est développé dans cet épisode-là, il y en a sur Twitter qui ont dit qu'il y en a qui n'étaient pas d'accord avec moi, et puis vous avez le droit de pas être d'accord avec moi d'ailleurs, c'est ça qui fait l'intérêt du truc d'ailleurs, mais je trouve que vraiment Dragon Ball Daima, pour l'instant, avec ces 2 premiers épisodes, s'imbrique parfaitement, de façon logique, cohérente et continue avec la saga Majin Buu. Littéralement, en fait, ça pourrait être casé en manga au milieu de tout ça pour l'instant. Et que ce soit au niveau du caractère des personnages, leurs réactions, leur façon de parler, ou ce qui est abordé, il n'y a pas de ce que j'appelle red flag, quoi. Il n'y a pas de carton rouge, il n'y a pas de choses qui te sortent de l'épisode en disant attends, c'est trop bizarre. Et on avait souvent ce truc-là sur Dragon Ball Super, mais pour l'instant c'est chill, c'est cohérent, ça tient la route, ce qui nous est développé, et c'est simple mais efficace. Donc écoutez, je suis assez intéressant, et apparemment, ouais, ce truc-là qui était sous nos yeux depuis le début, chaque personnage avec des oreilles pointues égale des personnages qui de base, soit eux, soit leur famille, leurs ancêtres, tout ça, venaient du royaume des démons. Mais en fait, c'est super intéressant parce que ça touche du coup Mister Popo, ça touche pas mal, enfin ça touche Kaioshin et d'autres divinités, ça touche les Namek. En vrai, ça touche beaucoup de personnages de l'univers de Dragon Ball qu'on connaît, quoi. Donc, ouais, ça c'est fou. En fait, t'apprends un truc supplémentaire, mais qui est logique dans un tout. Et ouais, perso, j'adore beaucoup ce point-là. Alors, il y a un truc qui m'a un peu gêné, entre guillemets, bon c'est un grand mot, mais c'est qu'il y a plusieurs éléments de l'intrigue qui sont clairement du déjà vu. Bon, le rajeunissement des personnages, on en a déjà parlé la semaine dernière, mais clairement, c'est un peu différent, mais l'origine, c'est déjà vu dans Dragon Ball GT. Là, t'as Bulma qui va devoir réparer un vieux vaisseau sorti de nulle part, pareil, élément déjà vu, hein, que ça soit pour la saga Freezer, avec le vaisseau de Dieu. Le vaisseau de Dieu, quand il est arrivé sur Terre, quoi, qui est ensuite réparé pour aller sur Namek, ou ça peut évoquer également vite fait la capsule de Trunks, quoique non, un peu moins. Mais ouais, c'est un élément qu'on a déjà vu. Donc voilà, on va chercher Bulma pour réparer le vaisseau, pour comprendre, et puis pouvoir partir ensuite dans ce nouvel univers. C'est pas un univers, c'est plutôt une dimension. Mais ouais, il y a plusieurs petits éléments comme ça à droite à gauche qui sont déjà vus, certes, mais bon, ça passe. Encore une fois, ce scénario se veut simpliste, et pour l'instant, moi je préfère 1000 fois un scénario qui se veut simpliste mais qui est bien exécuté, qu'un scénario trop compliqué pour rien et qui se prend les pieds dans le tapis et qui veut nous raconter beaucoup trop de trucs et finalement qui raconte rien. Pour moi, c'est le même principe que pour les films. Si vous voulez, pour moi, un film avec un scénario compliqué, genre par exemple, tu prends un film de Christopher Nolan, bon, c'est un très grand réalisateur qui fait des très bons films, mais pour moi, un scénario compliqué ne veut pas dire un bon film. Tu vois, un bon film avec une structure simple, d'un point de vue narratif, purement narratif, et souvent, même d'ailleurs,
Tu prends un film comme Joker, je parle pas je parle du certes, qui se base sur du déjà vu, qui se base sur des grands réalisateurs, tout ça, qui a une structure très simple, mais l'exécution, il n'y a rien à dire. Et bah, je pense que Dragon Ball Daima va aller vraiment dans cette direction où, en fait, la structure de la narration va être simple. On va nous développer un peu le lore Dragon Ball, tout ça. Mais en fait, je pense que l'exécution, le total, sera vraiment cohérent et en fait qualitatif. Donc, on verra bien. Je vais pas m'enflammer, mais je le perçois comme ça pour l'instant. Et je trouve ça plutôt bien. Donc voilà, mis à part quelques petits éléments comme ça, à droite à gauche, quelques petits détails. Il y a aussi également quelques petites incohérences par rapport d'un point de vue purement visuel. En vrai, bon, t'as Kame Sennin qui rajeunit, t'as Guimao qui est rajeuni aussi. Mais en fait, eux, même d'ailleurs, Satan, rajeunissent. Et en fait, ils ont une nouvelle esthétique. En fait, parce qu'on les a jamais vus enfants, ces personnages, donc c'est logique. Mais du coup, si on suit cette cohérence, en fait, Bulma et Chi-Chi, normalement, ils devraient pas ressembler à ce qu'ils ressemblent en adulte, en enfant. Normalement, Chi-Chi, on l'a déjà vu dans Dragon Ball, au tout début enfin vraiment au début de l'œuvre. Donc techniquement, elle devrait plus ressembler à ce qu'on voit dans le début de l'œuvre que ce qu'on voit actuellement. Mais bon, après encore une fois, c'est du chipotage, mais c'est une petite incohérence graphique. Pareil, Bulma, elle devrait ressembler plus à ce qu'on voit au début de Dragon Ball, même si elle a déjà 15 ou 16 ans je crois, au début de Dragon Ball. Elle devrait plus ressembler en fait à autre chose que sa version adulte miniaturisée. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc là aussi, c'est des petites incohérences quand tu rajoutes ça à Shenron et d'autres petits trucs. Mais voilà, il n'y a rien de bien, on va dire, qui sort de l'épisode, quoi. Donc la chose que j'ai vraiment appréciée avec cet épisode, c'est qu'on reconnecte vraiment la partie DBZ et la partie Dragon Ball. Alors oui, on est d'accord, Dragon Ball c'est 42 tomes, 34 pour la Perfect Edition, l'édition Kazenban. Mais on va scinder, on va dire, pour expliquer, on va dire, ma vision, on va scinder la partie Dragon Ball et Dragon Ball Z, comme ce qu'a fait l'animé, hein, même si ça n'a pas lieu d'être, parce que l'ensemble c'est un tout, c'est Dragon Ball. Mais bref, je trouve vraiment qu'on reconnecte vraiment la partie Z, donc la fin de l'œuvre Dragon Ball, avec la partie Dragon Ball, donc vraiment le début de l'œuvre de Dragon Ball. Et je trouve que ça se ressent, et qu'en fait j'ai l'impression que vraiment cette série c'est également un test pour retourner aux fondamentaux, voir si les gens accrochent, et peut-être ensuite refaire un remake de Dragon Ball depuis le début. Vraiment, je le perçois comme ça, parce qu'il y a trop d'éléments qui surfent, certes sur la nostalgie, qui font plaisir aux vieux de la vieille, mais t'as vraiment l'impression qu'on reconnecte, en fait, ces retours aux origines. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Ok, certes, il y a le côté nostalgique, mais même c'est fait de façon un peu cohérente, je trouve. Il n'y a rien de tiré par les cheveux. Et ça, c'est plutôt bien. Qu'est-ce que j'ai noté là-dessus, par exemple? Donc on reconnaît vraiment la partie DBZ et Dragon Ball. Retour aux sources avec l'évocation de Kinto-un. Je pensais vraiment que Goku il allait le récupérer parce qu'il avait du mal à voler. Mais finalement, on a un Goku cohérent et fidèle à lui-même par rapport à l'œuvre de Dragon Ball. En fait, c'est pas un cas social. Donc il s'y remet, et puis il se rentraîne, et puis il arrive de nouveau à voler de façon correcte et comme il faut. Plutôt qu'utiliser Kinto-un. Mais je pensais qu'au début, ça allait être un prétexte pour nous ressortir le Kinto-un. Finalement non, c'est dommage. Il y a le retour du Nyoibo, on revient vers Maître Karin, mais vraiment dans le côté un petit peu relation maître-élève avec Goku, avec l'interaction avec Goku qui a rajeuni, donc statut enfant face à Karin, ouais ça nous évoque tout ça. Et il y a un truc, donc il y a un gag aussi avec le Nyoibo là, qui sert de corde à linge, ça m'a fait rire. C'est fidèle à Kame Sennin, ça c'est typiquement Toriyama je trouve en termes de vanne. Mais c'est vrai que par exemple le Nyoibo, quand Goku, en fait, il est monté au palais de Dieu, c'est vrai qu'il le plante, donc il s'en sert pour monter ensuite, mais c'est vrai que c'est un truc un peu con. Et je crois qu'on l'avait pas revu dans l'œuvre depuis, enfin dans l'œuvre officielle, canon, appelez ça comme vous voulez, c'est vrai qu'on l'avait pas revu depuis, et finalement, tu dis bah oui, la dernière fois qu'on l'a vu, il était planté là, et donc Goku vient le récupérer, enfin c'est totalement cohérent je trouve par rapport à l'œuvre et par rapport à ce qu'on avait vu de la fin de Dragon Ball, et tu dis ok, ouais, et bah oui, c'est logique, il était là la dernière fois, là il y est plus. Et donc Goku après ça amène le gag avec Kame Sennin, tout ça, mais. Et à côté très Dragon Ball, il reprend son Nyoibo, côté très art martial également, avec quelques petites démos au bâton, tout ça. Donc ça c'était très cool. Et ouais, tout cet esprit, vraiment t'as l'impression de revenir aux fondamentaux de Dragon Ball. Et finalement le rajeunissement des personnages, finalement n'est peut-être qu'un prétexte pour retendre vers cette période du manga et pour refaire vraiment un système de boucle narrative. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, où en fait. On commence avec Goku jeune, tout ça, Goku expérimenté, l'arc Majin Buu on le connaît, et puis en fait finalement, on revient aux fondamentaux, pour ensuite après voir l'ellipse et revenir directement au 28ème Tenkaichi Budokai. Bref, j'ai trouvé ça hyper passionnant. Scénario qui reste simple mais efficace, voilà. Je vais pas me rabâcher, parce que ça on l'a évoqué juste avant.
Mais pour l'instant, oui, le scénario est simple, la base est simple, donc vraiment ce qu'ont posé ces 2 premiers épisodes, c'est les fondations de la maison. Mais pour l'instant, écoutez, c'est une fondation solide, avec des cohérences, il n'y a pas de défauts, il n'y a pas d'imperfection. Il y a des petites incohérences comme ça entre le retcon par rapport à Kaioshin et Kibito, ou par exemple le truc de Shenron, là, en début d'épisode. Il y a des petits loupés comme ça. Peut-être qu'on a une justification plus tard, donc j'attends de voir vraiment le global avant de me prononcer là-dessus. Mais les fondations sont solides, et je pense qu'on peut maintenant, au fil des épisodes, mettre les briques. Écoutez, pour l'instant ça me plaît. Encore une fois, pour moi, un scénario simple ne veut pas dire une mauvaise série, au contraire. Je préfère 1000 fois un scénario simpliste, mais qui se veut cohérent et respectueux, et qui est bien exécuté, qu'un truc tiré par les cheveux, là, et qui finalement ressemble à pas grand-chose, et avec un résultat mitigé. Donc voilà mon avis là-dessus. Qu'est-ce que d'autre que j'ai noté là-dessus? Encore une fois, je trouve que, au niveau de la cohérence de ce qui nous est présenté et de l'écriture, ça transpire vraiment le Toriyama. Alors, est-ce qu'encore une fois, c'est psychologique parce que tu regardes ça en disant, ouais, c'est la dernière œuvre estampillée Dragon Ball par Akira Toriyama, ou est-ce que c'est vraiment le cas? Moi, je pense que c'est vraiment le cas. C'est d'autant plus malheureux parce que le maître a vraiment été impliqué apparemment là-dedans, plus que jamais, et là, ça se sent vraiment plus que sur Dragon Ball Super. Et je trouve que, vraiment, au niveau, que ce soit de l'écriture, des personnages, de l'ambiance, des dialogues, du traitement de Goku, parce que pour l'instant, je sais pas si vous avez remarqué, on n'a pas de Goku débile. On a un Goku naïf, certes, mais qui dit pas des trucs idiots et qui ne sort pas des dingueries qui sortent de l'épisode. Là, ok, alors il est moins agile parce qu'il a rajeuni, mais lui-même, il le comprend par lui-même en disant, ok, voilà, je suis un peu moins technique dans ma gestuelle et ma façon de me battre, parce que mon corps a rétréci, donc mon évaluation des distances, tout ça, c'est mal fait, mais en fait, il trouve des solutions lui-même assez problématiques. Ouais, il n'arrive pas à voler, il se dit pas, je vais reprendre Quinton, et puis il fait du bal. Non, il n'arrive pas à voler, il se réentraîne au bout de quelques jours, et puis hop, c'est reparti, quoi. Et dans ces dialogues avec Vegeta, tout ça, c'est pas un Vegeta... on n'a pas face à un duo où t'as un Vegeta qui avec la science infuse, et Goku débile qui sait rien. Non, je trouve que là, Goku sait évaluer les situations. À un moment, il arrive au Palais Royal, il te dit directement, non mais là, c'est bon, la situation elle est grave, il faut aller sauver Dende, il y a d'autres priorités. Donc c'est assez paradoxal de voir que Goku, redevenu enfant, bon certes il a son psychique normalement, mais redevenu enfant de 6 ans, paraît plus intelligent et il paraît moins con dans son traitement et dans ses dialogues et dans ses interactions avec les autres personnages que dans Dragon Ball Super. Encore une fois, là il n'y a que 2 épisodes de Daima, Dragon Ball Super, t'en as plus de 100. Donc pour l'instant, il faudra comparer quand ça sera terminé. Mais ouais, je trouve que ça transpire le Toriyama au niveau de ce qu'il nous avait laissé avec l'arc Majin Buu. En fait, tu pourrais rajouter cette pièce au puzzle, je trouve que ça marcherait. Alors, encore une fois, il y a des gens sur les réseaux sociaux qui n'étaient pas d'accord avec moi, avec ma façon de voir les choses par rapport à Dragon Ball Daima. Mais je suis désolé. En fait, Dragon Ball Daima, pour l'instant, tout ce qu'on nous présente, en termes de lore, en termes de personnages, en termes d'écriture et en termes de façon d'être des personnages, en fait, c'est tellement cohérent que je trouve que c'est une sorte de suite logique à vraiment, je le perçois comme ça, à l'arc Majin Buu. Parce que là, je suis en train de me relire en ce moment. Et ouais, tu dis, bon, ça pourrait être calqué dans le manga, où tu mets une ellipse d'1 an, parce que ça se passe vraiment 1 an maintenant qu'on a tous les éléments par rapport aux 9 ans de Trunks, tout ça. Donc ça se passe à peu près 1 an après la saga Majin Buu. Tu dis, en fait, ça pourrait être la suite directe. Les conséquences, entre guillemets, par rapport à la mort de Dabla, par rapport à Babidi, Majin Buu, par rapport à cette grande saga, en fait, ça pourrait être la suite logique parce que, ouais, tout ce qui nous est évoqué, tu dis, ouais, ça coule de source. Et je trouve que le traitement est hyper intéressant. Donc, pour moi, je trouve que c'est une pièce de puzzle qui s'imbrique au milieu du truc. Et tu dis, c'est pas rajouté, tiré par les cheveux comme certaines explications qu'on a eu déjà avec Dragon Ball Super. Je suis pas là pour taper sur Dragon Ball Super, mais des fois, t'as des trucs, tu disais, ouais, c'est un peu tiré par les cheveux. Là, non. Tu poses les informations qu'on te donne, tu la mets au milieu de l'ensemble, tu dis, ok. Bah, en fait, c'est évident, ça manquait comme information, mais ouais, ok, y a pas de problème. Donc ça, j'ai vraiment adoré les dialogues, les gags, l'ambiance chill. Vraiment, il n'y a rien à dire là-dessus, c'est du Toriyama pur. D'ailleurs, il y a même une petite référence à la fin de l'ending là. Non, c'est l'opening ou l'ending, je sais plus. Par rapport à Toriyama. Tori, en fait, en japonais, ça veut dire plume ou oiseau, je sais plus, un truc comme ça. Non, je crois que ça veut dire plume. Non, Tsubasa. Tsubasa, ça doit être plume. Bah bref, je sais plus exactement. Mais à la fin, on voit en fait tout simplement un hommage à Toriyama
qui part, et ça j'ai trouvé ça assez beau. Et par contre, dernier point, la série elle est clairement là pour te faire vendre des figurines, enfin pour te faire acheter des figurines en tant que fan. Il faudra que je reste fort, il faudra qu'on reste fort psychologiquement, parce que là, ils te les montrent tous. Oh, regarde, Goku enfant, Vegeta enfant, Piccolo enfant. Enfin, en tant que fan, t'as envie de les avoir sur une étagère et d'avoir un rayon, tous les personnages enfants. Pas moi perso, en tant que gros collectionneur de figurines Dragon Ball, faudra rester fort psychologiquement parce que là, tu te dis, ouais, il essaye de te vendre des jouets à toi et ton gamin. Et d'ailleurs, le fait, l'animé est tellement bien pour l'instant que tu pourrais regarder ça avec ton gosse. Bon, perso, mon fils est trop petit, donc je peux pas regarder avec lui, mais il aura un an de plus, franchement, je me poserai avec lui, avec une VF. Ah, ça passerait bien, je pense, hein, ça passerait bien. Mais ouais, la série, elle est clairement là pour te vendre du merchandising, des jouets, des figurines, des peluches, c'est sûr à 200%. Et même tous les personnages qu'on voit, ils ont tous un trait un peu mignon, en fait. Donc, ouais, clairement, le merchandising, ça va y aller. Donc, écoutez, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce deuxième épisode. J'ai aimé, c'est chill, tu passes un bon moment, tout ça. J'ai très hâte de voir le troisième épisode. J'ai pas de... Alors, par rapport à la suite, j'ai pas de hype avec de l'impatience en disant, putain, vivement la semaine prochaine et tout. Mais voilà, ça sera vraiment le bonbon chaque semaine. J'attends ça avec impatience. On en reparlera du prochain épisode, pas avant lundi. Je serai en Turquie, donc certains savent pourquoi. À mon avis, ça se voit. Donc on en reparlera, je pense, lundi. Voilà, du prochain épisode, d'épisode 3. Mais en tout cas, on en parlera. Écoutez, merci à vous pour d'avoir regardé cette vidéo. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.